Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le Zap Crypto est également diffusé sur Twitch à 18h du lundi au samedi. Pour en débattre en live avec toute la communauté. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. La plupart des gens ne le voient pas parce qu'ils sont concentrés sur le prix du Bitcoin, mais l'adoption de Bitcoin, elle ne connaît pas de bear market. Tous les fondamentaux liés à Bitcoin sont en train de se développer dans le bon sens. En fait, il y avait tellement de choses à dire et de news à vous donner que j'ai été obligé de n'en sélectionner qu'une petite partie pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. En fait, je pense que trop peu de gens passent suffisamment de temps à étudier ce qu'est Bitcoin et comment Bitcoin peut changer le monde, et aussi à étudier ce qui est en train d'être construit autour de Bitcoin pour que cette vision devienne une réalité. Parce que selon moi, la tendance globale est très claire, c'est une tendance vers une adoption croissante. Et mon interprétation de cette tendance, c'est que Bitcoin est en train de se monétiser à vitesse grand V en tant que mécanisme de transfert de valeur incensurable, donc en tant que couche d'échange de valeur neutre pour l'Internet, et en parallèle en tant que système d'épargne de facto pour tous ceux qui en ont assez de voir leur épargne se faire diluer. Et à terme, en raison de toutes ces caractéristiques, je pense que Bitcoin deviendra aussi une sorte d'étalon monétaire numérique, mondial et neutre, une chose qui n'avait jamais existé jusqu'à aujourd'hui. En deuxième news, on parle de MicroStrategy qui frappe très fort et qui va potentiellement mettre une claque à certains exchanges centralisés. Je t'explique pourquoi. Alors, après avoir fait parler d'elle à travers le succès de sa stratégie d'investissement en Bitcoin, MicroStrategy, la société de technologie dirigée par Saylor, a récemment annoncé son intention de franchir une nouvelle étape et de véritablement s'impliquer dans la crypto. En effet, son fondateur a révélé sur Twitter que MicroStrategy allait créer son propre portefeuille crypto spécialement conçu pour les entreprises. Les futures wallets seront à la fois sur le réseau principal de Bitcoin et sur sa seconde couche, le fameux Lightning Network dont Michael Saylor ne cesse de faire l'éloge. À travers ce projet, MicroStrategy souhaite offrir une meilleure expérience de l'utilisation des cryptos aux sociétés qui n'ont pas encore totalement sauté le pas, tout en promouvant l'adoption de Bitcoin en tant que moyen de paiement. De ce côté-là, l'entreprise ambitionne de favoriser le paiement de récompenses, voire même du salaire versé par ses entreprises clientes directement en Bitcoin. Les réactions de la cryptosphère sont unanimes, avec de nombreux utilisateurs exprimant leur joie de pouvoir tester cette option. Selon Mark Palmer, l'analyste de Berenberg Capital Markets, MicroStrategy pourrait bien avoir les atouts nécessaires pour supplanter les plateformes crypto, et en particulier une Coinbase. Premièrement, tu vois, on peut pas devenir riche rapidement. Deuxièmement, le copy trading, si ça gagnait, ça se saurait. Et puis, l'autre point très important, c'est que rien ne bat l'investissement à long terme. C'est-à-dire, le trading, c'est vraiment pour moi sportif de haut niveau. Faut pas oublier, 1% de la population en France, le top 1%, il gagne 10 000 euros par mois. Le top 0,1%, il gagne 20 000 euros par mois. Oui. Donc, quand tu as ces chiffres et que tu as des gars qui te disent copy trading, tu vas gagner 10 000, 20 000, ça veut dire que tu vas faire partie des 0,1% de la population française juste en payant 100 euros. T'es stupide. En tout cas, c'est ça, les statistiques. 0,1% gagne 20 000 euros. 20 000 euros en moyenne. Oui, mais parce qu'après, voilà. Après le 1%, plus personne. Et le gros est en région parisienne et beaucoup de personnes âgées de plus de 60 ans. Faut pas l'oublier. Donc, premièrement, le trading, c'est comme un sport de haut niveau. Ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, tu peux gagner, tu peux faire des choses, mais c'est comme un sport de haut niveau. Donc, soit tu es chaud, mais tu dois faire partie du top 1%, 0,1%. L'entrepreneuriat, pour moi également, c'est dur. Maintenant, c'est plus facile que le trading, mais c'est dur également. C'est-à-dire, tu as une minorité, on voit la minorité qui réussit, mais la grande majorité galère. La grande majorité galère. Donc, il faut des compétences, il faut travailler dur. Et on parlait de travail. Mais voilà, moi, j'ai bossé comme un malade. Et je continue de bosser comme un malade et je pense qu'il n'y a pas de secret. Tu veux réussir, tu dois bosser comme un acharné. Puis l'investissement, en fait, c'est la meilleure des choses à faire pour un particulier. C'est-à-dire, mais beaucoup de gens veulent devenir riches rapidement. Ce qui fait que Bitcoin, tout le monde est comme un fou. Dès qu'il y a un truc, tout le monde est comme les gens veulent gagner de l'argent rapidement. Et le copy trading existe parce qu'il y a malheureusement des gens qui sont là, qui sont prêts à acheter. Encore une fois, c'est un problème d'éducation. Il n'y aurait pas une offre s'il n'y avait pas une demande. La demande, elle est prête. Regarde les régimes miracles. Ouais, 100%. Regarde, mais c'est la même chose. À chaque fois, on te promet de devenir riche rapidement, de maigrir, de perdre 10 kilos en 2 semaines. Tu vois, et les gens y croient. Mais à un certain moment,
c'est là où il faut vraiment comprendre l'importance de la valeur travail, l'importance du temps, l'importance également, par exemple, l'investissement. Warren Buffett, il n'est pas devenu milliardaire du jour au lendemain. Je vous ai parlé de ce que j'ai fait à Dubaï en immobilier. Mais oui, mais je suis à Dubaï depuis 2014. J'ai bien compris le marché. Et puis, j'ai attendu. J'ai investi, j'ai mis posé. Et là, aujourd'hui, ça explose. Oui, mais ça n'a pas explosé en 6 mois. Ça a mis plusieurs années. Et donc, beaucoup de gens ne doivent pas faire de trading parce que ce n'est pas pour eux. Encore moins de copy trading. Alors que j'ai écrit un bouquin sur le trading. Parce que je pense que c'est vraiment les gens qui vont gagner. C'est les gens qui ont du pognon, bizarrement. C'est les gens qui s'en fichent de l'argent, de gagner de l'argent. Et en fait, malheureusement, tous les gens qui sont en mode « je suis au RSA, je suis au chômage bah, en fait, ils vont perdre. Et c'est de la chair à canon. Et beaucoup de gens perdent de l'argent parce que justement, ils n'ont pas de fric, ils n'ont pas le mental, ils n'ont pas la formation. Et les gars, ils foncent. Je vais faire du trading, je vais devenir millionnaire. Mais non, c'est pas comme ça. Et donc, encore une fois, c'est une question de temps. Donc, copy trading, c'est de la merde. Et après, voilà, c'est bon? T'as eu ta réponse? Super. Très, très clair. Copy trading, c'est de la merde. Je l'ajoute aussi. Hein. N'hésitez pas à faire un clip sur TikTok. D'ailleurs, pour la journaliste. Copy trading, c'est de la merde. Ça, c'est très intéressant. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je me méfie de tous les stablecoins, même de Tether qui est le plus gros. Tether, mine de rien, ils sont là depuis pratiquement 10 ans. Et ils sont en train de super bien marcher, en fait. Avec tout ce qui s'est passé, je pense que c'est le stablecoin qui va sortir largement gagnant parce que tous les autres sont un peu remis en cause. Hyper intéressant. C'est que Tether prévoit d'investir 15% de ses bénéfices nets en Bitcoin. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a de plus en plus de gros acteurs. On sait que Binance, ils ont des grosses réserves en Bitcoin. Voilà, énormément. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mine de rien. C'est que forcément, ça va encore plus stabiliser et ça aura un effet bullish sur les Bitcoins de toute façon sur du long terme. Parce que forcément, si tous leurs bénéfices, ils font des milliards de bénéfices tous les ans, s'ils investissent 15%, forcément, ça créera une pression sur le cours du Bitcoin. Solana, sinon rapidement, vous savez, hein, cette blockchain concurrente d'Ethereum qui offre aussi un écosystème de smart contracts assez développé, très développé, qui est d'ailleurs assez spécialisé dans les NFT, eh bien profite actuellement de l'explosion des fees sur Ethereum et sur Bitcoin, puisque eux, justement, on voit le niveau des transactions, le niveau des adresses sur Solana qui explose littéralement. Et ça, c'est assez impressionnant. C'est un phénomène nouveau. Enfin, moi, je l'avais jamais en tout cas aperçu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent sans doute le Bitcoin et les Ethers pour faire des transferts de valeur sur Internet et ils se disent bon bah voilà, puisque les deux sont juste pas utilisables, on va utiliser Solana. Donc Solana se place en position quand même, en bonne position. C'est intéressant à noter, je pense. Ça pourrait être une Layer 2, ça pourrait être Polygon, ça pourrait être Arbitrum. Donc on voit bien que les fees restent complètement débiles sur le Bitcoin, même s'ils ont beaucoup baissé. En tout cas pour le mois de mai, il y a beaucoup de gens qui s'en sont détournés. Donc intéressant à suivre. En tout cas, ça n'a pas non plus fait beaucoup bouger le prix des sols. Voilà, c'était juste pour le mentionner. Mais on voit qu'on a une corrélation en tout cas très claire là-dessus entre ces différents écosystèmes. On a parlé des possibilités, des avantages, du côté positif du Worldcoin. Voyons maintenant ce qui peut déranger dans ce projet. Déjà, c'est important de le dire, mais on trouve parmi les premiers investisseurs de ce projet Sam Bankman-Fried, le voleur de FTX, tombé l'année dernière. Un peu gênant. Autre chose, TechCrunch a révélé récemment que certains ordinateurs des opérateurs de The Orb, l'outil qui scanne les yeux des utilisateurs, ont été victimes de piratage. Ça aussi, un peu gênant. Encore autre chose, l'incertitude qui entoure le token. Par exemple, il y a très peu de détails sur l'utilité du token. Le site indique qu'il sera le premier token à être globalement et librement distribué aux gens pour à la fois l'utilité et la gouvernance future, simplement pour être un individu unique. C'est un poil vague, hein. Et quand le cofondateur a été interrogé à ce sujet, il a dit « Je ne suis pas en position de spéculer sur la façon dont le token pourrait être potentiellement utilisé. » Encore une fois, ça manque de clarté. Un autre problème qui, celui-là, peut être majeur, la réglementation. Ils vont avoir du pain sur la planche pour faire accepter ce projet. Se faire scanner les yeux, je ne suis pas convaincu que l'idée soit acceptée par tout le monde. Parce que faire confiance à une entreprise centralisée pour stocker les données biométriques de tout le monde, ça risque de pas plaire aux régulateurs. D'ailleurs, pour illustrer un peu ce que je dis, l'équipe du Worldcoin a déjà décidé de ne pas servir le marché américain. Là-bas, ça risque d'être très compliqué de faire accepter le projet. Bon, vous savez tout maintenant. Alors, investir sur ce projet, est-ce que je le ferai à titre personnel? Je suis pas certain. Le côté régulation me gêne un peu. Le fait que ce soit pas la priorité de Sam Altman me gêne également.
pas beaucoup d'infos sur le token. Un peu compliqué tout ça. Après, je peux changer d'avis si les choses évoluent, des partenariats, de nouvelles infos, on verra. En tout cas, ça c'est certain, je vais suivre ce projet attentivement parce que je reconnais que l'idée est très intéressante. Première news ce matin les amis, la mise à jour de la directive fiscale européenne exige la déclaration de tous les transferts d'actifs crypto. Et oui, quand tu penses qu'on a trouvé le bout de la bêtise, eh ben finalement non, il y a toujours plus loin. Le Conseil de l'Union européenne a approuvé une mise à jour des règles qui étendent les obligations de déclaration fiscale aux transferts d'actifs crypto. Il s'agit de la 8e version de la directive. Et donc non seulement ils ont que ça à foutre, mais en plus ils savent même pas où ils vont. Sur la coopération administrative, qui est un ensemble de procédures pour le partage automatique d'informations entre les gouvernements européens à des fins fiscales. Et sinon, vous, les grosses enveloppes que vous avez des Émirats Arabes Unis, on en parle ou pas? Et ça se passe comment? Et donc, le DAC exige des fournisseurs de services d'actifs crypto, plateformes et compagnie, si tu veux, qu'ils collectent des informations sur les transferts d'actifs crypto, quel que soit le montant, c'est plus maintenant à partir de 1000 balles, c'est quel que soit le montant, afin d'en assurer la traçabilité et d'identifier les transactions suspectes. Et bien sûr, on en revient au même. Ils renforcent les règles de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ben voilà, il fallait bien qu'ils calent blanchiment d'argent quelque part, comme tous les articles. Et le financement du terrorisme. Ah là, ils ont mis les deux. Au moins, tu mets blanchiment d'argent, terrorisme, tu proposes un truc, et on va dire, ben oui, ils sont là, ils luttent, grâce à eux, c'est des super-héros, et propose la création de nouvel organisme européen de lutte contre le blanchiment d'argent. Allez, une autre fois le blanchiment d'argent, parce que le blanchiment d'argent, c'est plutôt 2 fois plus que le terrorisme. Et donc, les règlements proposés exigent des CASP, donc des plateformes et compagnies, veiller à ce que les transferts d'actifs crypto soient accompagnés du nom du bénéficiaire, de l'adresse de son registre attribué, dans le cas où les transferts d'actifs crypto est enregistré sur un réseau utilisant la technologie DLT ou une technologie similaire, et du numéro du compte du bénéficiaire, dans lequel cas où le compte existe. Il faudra aussi la prise de sang mise à jour, la carte grise, voir si il a bien son contrôle technique, et un mot du médecin. Voilà, non mais où on va? Et bienvenue dans les échanges avec KYC, les amis. Et oui, quand on parlait des échanges que je vous présentais, BingX appartient à la chaîne, et qu'on faisait le comparatif. Et pourquoi BingX? Moi, j'y suis allé parce que déjà, les frais sont les moins chers, font partie des moins chers du marché, beaucoup moins chers que le top 20 de tous les échanges que tu utilises, que ce soit Binance, Bybit, BitGet, Ascendex, tout ce que tu veux. Mais en plus, il n'y a pas de KYC. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, le KYC, on se dit, ah, c'est pas grave, on s'en fiche du KYC. Mais comme je vous disais, dans quelques années, tu vas peut-être pleurer d'avoir utilisé pendant des années un échange avec KYC. Parce que quand l'Europe va arriver, eh ben, ils vont dire, alors monsieur machin, qu'est-ce qu'il a fait ces dernières années? Voici toutes les transactions de monsieur machin. Et oui, voilà. Depuis 100 ans, il y a eu plus de 100 relèvements du plafond de la dette. Et tous les présidents depuis Eisenhower, en 1959, ont relevé ce plafond, ce qui nous fait donc, après un savant calcul, 89 relèvements de plafond de la dette depuis 1959. Par exemple, Joe Biden l'a relevé déjà 2 fois. Alors si ce plafond de la dette n'est pas relevé, les États-Unis entreront en défaut de paiement. En théorie, c'est la fin du game. Oui, en théorie, parce que avant d'en arriver là, il y a une solution temporaire qui est tout simplement de suspendre le plafond de la dette. Et ça, c'est le Congrès qui décide. Et oui, il l'a déjà fait 7 fois depuis 2013 et notamment en 2019 et 2021. En 2011, c'est là que ça a été un peu chaud puisque les démocrates et les républicains n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le relèvement de ce plafond. L'agence de notation Standard & Poor's a même dégradé la dette des États-Unis, ce qui a provoqué tout de même une baisse de 19% sur l'indice SP500 la semaine qui a suivi. La planète a tremblé. Aujourd'hui, les démocrates proposent un budget pour réduire le déficit avec un relèvement du taux d'imposition sur les sociétés qui passerait donc de 21% à 28%. Et bien entendu, c'est compliqué qu'une majorité vote en faveur de ça. Et cela ramènerait tout de même un déficit public à 6,8% du PIB pour l'année prochaine contre 6% cette année. Ce qui nous ferait 6 900 milliards de dollars. Le montant donc des dépenses publiques pour l'année prochaine, c'est 2500 milliards de plus qu'avant le Covid. Et s'il n'y a pas d'accord sur le relèvement de ce plafond de la dette avant le début du mois de juin, Janet Yellen, secrétaire au Trésor, ne pourra plus répondre à certaines obligations comme le paiement aux bénéficiaires de la sécurité sociale. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter? A priori, non. Ils vont le relever car sinon ce serait vraiment catastrophique. La question est quelles concessions accorder et si on passera par une étape plus tendue notamment sur les marchés à mesure qu'on s'approche de l'échéance début juin. Au niveau du dollar, on a bien cassé du coup cette
Cette trendline, je vous l'avais dit, je comprends qu'il y en a qui achètent ça, même si moi je suis pas trop fan. Voilà, on reteste des niveaux, je sais pas comment est-ce qu'on est en termes de Fibo par rapport à ce niveau-là. On l'a passé le 38.2. J'aimerais pas trop qu'on aille au-dessus de 50%, ce serait pas très bon. Mais bon, on a quand même une bonne compression sur support, c'est en général pas très bon. Je pense qu'on dégage juste pour prendre des liquidités et que derrière on devrait aller casser tout ça par le bas, ce qui devrait faire péter les actifs à risque, comme le Bitcoin notamment. Donc là typiquement, si tu as le SP qui casse à la hausse avec Bitcoin, etc., le dollar il fait ça. Hein. Il y a de fortes chances pour qu'il fasse ça, à mon avis. On va d'abord regarder quelque chose d'assez particulier. On va regarder le nombre de transactions et le nombre d'adresses actives au cours. Donc c'est le nombre d'adresses et de transactions sur une journée. Et c'est une moyenne mobile sur 7 jours, juste pour rendre les données un peu plus lisibles. Mais en gros, sur les 2 dernières années, on a quelque chose d'assez particulier. Donc on a un nombre de transactions qui varie peu. Voilà, sur des ordres de grandeur qui sont relativement similaires. Pareil pour les adresses actives. Et en fait, depuis quelques temps, on a quand même eu des variations relativement importantes. On avait notamment eu ici le nombre de transactions qui était passé de 250 à quasiment 330. Donc on avait eu une hausse de l'activité on-chain qui avait été suivie d'ailleurs par une activité des adresses. Donc on avait plus d'adresses actives et plus de transactions qui étaient réalisées sur le réseau au début de l'année 2023. Donc ça nous montrait qu'il y avait de plus en plus d'intérêt envers Bitcoin, notamment parce que le prix était en train de remonter après les grosses difficultés qu'on avait connues durant toute la phase baissière en fait de 2022. Et là, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Il se passe une divergence qui n'a jamais été aussi prononcée à travers ces métriques on-chain en fait. Il se passe quelque chose de très intéressant. Les adresses sont en train de chuter, donc l'activité des adresses Bitcoin est en train de baisser, alors que le nombre de transactions, lui, est en train d'augmenter. On a une hausse d'environ 280 000 transactions par jour depuis le mois de mai. Voilà, depuis la mi-avril, le mois de mai, on a quelque chose comme 280 000 transactions par jour supplémentaires, alors que dans le même temps, eh bien, on a une baisse d'à peu près 200 000 adresses Bitcoin qui ont arrêté du coup de solliciter le réseau. Donc, c'est quelque chose de très très conséquent. Il y a une mesure qui est la petite mesure en vert un peu transparente là, qui est la corrélation sur 90 jours entre les adresses et les transactions. Donc d'habitude on est sur une corrélation positive, donc là on est sur une corrélation qui est même relativement forte entre 0,4 et 0,9, donc ça veut dire que du coup les adresses et les transactions sont positivement corrélées, qu'elles vont dans le même sens, quand une baisse, l'autre baisse avec, donc elles sont vraiment corrélées. Et bien là, depuis cette divergence, on a une corrélation qui est devenue négative et qui est quasiment devenue fortement négative avec une valeur de moins 0,8. Donc là, du coup, on a une corrélation qui est négative. Quand les adresses vont baisser, les transactions vont monter. Et juste pour vous mettre un petit peu dans l'ordre d'idée, je vais mettre tout l'historique de Bitcoin. Voilà, c'est peut-être pas super visible, vous m'excuserez, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, une corrélation à moins 0,8, on avait juste jamais vu ça en fait. Les corrélations les plus faibles qu'on a eu avant, c'était des corrélations à moins 0,2. Voilà, ici aussi à moins 0,3, donc c'est des corrélations qui étaient relativement neutres, voire un peu négatives. Là, on a une corrélation qui est clairement négative. C'est la première fois dans l'histoire de Bitcoin qu'on a une telle divergence. C'est quelque chose de très très important et ça veut nous dire quelque chose. C'est qu'un petit groupe d'utilisateurs actuellement utilise le réseau et réalise un nombre considérable de transactions. Donc on a moins d'activités, on a moins d'entités actives, donc on a moins de personnes qui sont en train de faire les transactions, mais il y a quand même beaucoup plus de transactions en soi. Donc il y a un certain type de personnes qui sont en train de réaliser des transactions, qui sont en train d'en réaliser beaucoup. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous en avez peut-être entendu parler, hein, les BRC, les inscriptions. Je ne vais pas revenir sur le fondamental de qu'est-ce que sont les inscriptions et les BRC20 ici sur cette vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est plus comment est-ce que ça a impacté le réseau. Mais on va voir qu'il y a clairement une relation entre cette dynamique, cette divergence d'activité et de nos transactions et ce qui s'est passé récemment, notamment par rapport à la hype des BRC20. Sur ce monthly, donc on va pas perdre de temps, on va pas tergiverser, tout avait déjà été absolument dit. Donc à quoi ça sert le monthly? Le monthly, ça sert à se rassurer, vraiment. Si vous êtes en mode investisseur long terme, si vous n'êtes pas en mode trader ou scalper ou vraiment petites UT, si vous avez un horizon de temps de 2, 3, 4 ans, théoriquement, on est quand même relativement safe sur ce monthly. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le monthly? Tout simplement, voilà, les deux choses notables, donc les lignes obliques ici et l'équivalent de la même ligne oblique sur le RSI, voilà, qui ont été tous les deux franchis, nous donnant vraiment le signal
pour une nouvelle phase 1 de Weinstein et de nouveau pour des mouvements plus haussiers. Sur ce monthly, quelle est la question qu'on se pose? La question qu'on se pose actuellement, c'est jusqu'où on va monter vraiment sur ce rebond technique. D'accord, on avait donné les 30 000, les 35 000 et les 40 000 quasiment pour le plus haut, d'accord, pour cette grosse zone de retracement. Deuxième chose qu'on avait dit, on a 4 bougies, on a eu 4 bougies rouges successives, donc le plus logiquement du monde, on peut attendre quand même une bougie au moins de retracement pour aller sur des niveaux un petit peu plus bas, d'accord. Ça n'altère en rien, la direction vraiment sur ce monthly, la direction haute évidemment, qui pourrait prendre un petit peu de temps vraiment à accumuler, à latéraliser, mais clairement l'issue de cette nouvelle phase 1 de Weinstein, c'est une issue haute sur Bitcoin. Si on veut vraiment prendre encore un point de vue long terme avec des indicateurs qu'on n'a pas regardés depuis un certain temps, on peut faire revenir vraiment les fameuses MA50 et les lignes de régression. Donc ligne de régression, encore une fois, on refait pas le monde, d'accord. Bitcoin, vous connaissez. Voilà, il y a une ligne haute et il y a une ligne basse, d'accord. La ligne haute, on l'avait déjà montré, vous pouvez faire une ligne oblique qui relie les différents sommets ici et ça vous fait arriver directement sur les derniers mouvements. Et pour la ligne basse, vous avez simplement soit la ligne de régression d'une part qui vous donne directement les entrées basses et qui vous dit quand rentrer en vue de mouvements haussiers en monthly, donc à plus long terme, d'accord, sous plusieurs périodes monthly, donc à savoir 12 mois ou 24 mois, d'accord, 1 ou 2 ans. Et vous avez encore donc un dernier indicateur tout simple, l'équivalent de la régression sur une MA ici. Voilà, MA50 monthly, encore une fois, qui nous donne des points d'entrée absolument optimaux. On va la faire revenir comme ceci. Voilà, donc MA50, on se rend compte encore une fois qu'on est absolument dessus, d'accord. Et voilà, à partir de ce moment-là, on peut encore attendre une petite latéralisation et des mouvements haussiers, comme on l'avait déjà détaillé par la suite. Bon, c'est beau, ça brille sur le monthly. Quand on a ce qu'on appelle des clusters de liquidité là, qui apparaissent en jaune, le prix a tendance à transiger de ce côté-là. Donc vous voyez, le prochain cluster de liquidité se trouve autour des 30 000 $ en ce moment. Ça, c'est si on regarde la charte sur un mois, on se dit, le Bitcoin a des bonnes chances de monter, mais si on regarde la charte sur 3 mois, c'est là que ça devient plus complexe. Donc voici la charte sur 3 mois, vous voyez qu'il y a des clusters de liquidité autant vers le bas que vers le haut. Donc la question, c'est quel cluster va être liquidé en premier? Et ça, sur le court terme, c'est vraiment dur à dire. Et en ce moment, sérieusement, si vous êtes un trader qui utilise du levier ou de la marge, là, c'est un des pires marchés pour transiger. C'est les marchés les plus vicieux qui existent en ce moment. Donc, faites attention à ça. Quand la liquidité est faible, on a de la chasse au stop et de la chasse des gens en levier. Donc, pour les gens qui tradent les leviers, faites attention. Et surtout, observez. Est-ce que vous êtes profitable en ce moment? Si vous n'êtes pas profitable en tradant avec du levier, pensez-y à 2 fois avant de recommencer un autre trade. Sachez qu'au niveau du gameplay, c'est un petit peu une sorte d'Animal Crossing. On va avoir comme ça une île à développer avec des quêtes, des mini-jeux, etc. Mais en fait, ce qui est cool, ce qui est même d'ailleurs complètement fou, c'est que les actions en jeu vont avoir une répercussion sur l'environnement. Et là, je parle pas de l'environnement du jeu, je parle du vrai environnement, genre la planète. Ça veut dire que par exemple, vous plantez un arbre en jeu, et l'équipe derrière le projet My Lovely Planet va faire en sorte de planter un arbre dans la vraie vie. Au niveau des ambitions, c'est juste complètement fou, puisque d'ici 2030, ils veulent planter 1 milliard d'arbres dans le monde. Ils veulent aussi débarrasser genre 1 million de tonnes de déchets des océans, aussi protéger la biodiversité. Enfin, il y a pas mal de trucs. Je vais revenir après dessus, mais vraiment, le projet est juste fou. Évidemment, qui dit projet fou dit team de fous, il n'y a pas le choix. Sachez qu'ils sont tous doxed, donc on sait qui c'est, on sait qui sont ces gens. Le fondateur s'appelle Clément Lebras, et c'est d'ailleurs en fait le mec qui avait créé Lilo. Pour ceux qui connaissent, c'est un moteur de recherche, on va dire, écologique. Donc déjà, de base, le mec, il est axé écologie. Ensuite, comme je vous disais, le jeu est déjà sorti, il est dispo depuis décembre en fait 2022 sur l'App Store et Google Play. Donc pour l'instant, il est en version bêta, il n'y a que 4 mini-jeux dessus, mais voilà, vous pouvez tester, c'est gratuit tout ça. Vous retrouvez bien sûr tous les liens en description juste en dessous. Pour l'instant, je crois qu'ils ont eu plus de 30 000 téléchargements, donc ce qui est pas mal, même s'ils veulent arriver, je crois, à une base de joueurs de 100 millions, donc c'est énorme. Mais bon, quand on regarde le marché du gaming mobile, au final, on se dit que c'est possible. Après, il y a le temps aussi, bien sûr. Et je vois aussi qu'ils ont de bonnes notes puisqu'ils ont 4,6, donc c'est plutôt cool de voir que les gens sont assez réceptifs du coup à ce genre de jeu. C'est un jeu du coup, on va dire un petit peu pour casu, n'importe qui peut y jouer dans le tram comme ça, c'est assez facile à lancer une partie, peu importe l'âge qu'on a, qu'on soit un petit ou même une personne âgée. Axie Infinity aussi, news autour de l'arrivée d'Axie Infinity Origins, le jeu sur l'App Store dans quelques pays. On n'a pas la liste exacte des pays, mais c'est Amérique du Sud et Asie du Sud-Est.
Ils vont commencer là, voir comment ça marche et ensuite voir s'il y a des ajustements à faire avant de faire un lancement global. Ça arrive sur l'App Store, sachant qu'on connaît la politique d'Apple sur les moyens de paiement, donc ce sera sûrement pas possible d'acheter des NFT sur l'App Store avec fonctionnalité native d'Apple, parce qu'ils veulent 30% sur tout. Mais c'est une bonne chose, ça devrait permettre de démocratiser encore plus tout ça. Les Play to Earn, on parle beaucoup des Play to Earn. Et sachant que sur Google Play, pour moi, c'est déjà disponible, pas en France, en tout cas moi j'arrive pas à avoir accès, mais voilà, donc là c'est en plus, on a l'App Store d'Apple. Je l'ai dit, le token a pris 9% là sur 24 heures suite à cette annonce. Axie vient de lancer le Steam du Web3. Enfin plus précisément Sky Mavis, l'entreprise derrière Axie Infinity. Et je sais pertinemment que vous allez dire que j'exagère, mais écoutez jusqu'au bout et vous allez voir que c'est pas si ridicule que ça. En effet, ce matin, ils ont mis à jour leur Mavis Hub sur Windows et macOS. C'est le hub sur lequel on a accès aux jeux développés par Sky Mavis. On y retrouvait Axie Infinity Classic, Origins et Homeland. Mais depuis la mise à jour, l'interface a été repensée de A à Z. Alors à première vue, rien d'exceptionnel, on y retrouve le même panneau d'annonce et les mêmes jeux qu'avant, mais cette fois-ci, on y retrouve aussi des catégories et quand on clique dessus, on se retrouve sur une véritable interface de boutique de jeux. Chaque jeu possède sa fiche produit avec des vidéos, des images, les différents patch notes, les dernières actualités. On a même un onglet librairie dans lequel on retrouve tous les jeux qu'on possède. Et quand je dis que Sky Mavis a lancé le Steam du Web3, comprenez bien que c'est pas cette pauvre boutique avec 5 jeux dessus qui va bouleverser quoi que ce soit. Mais c'est la première brique d'une vision plus globale. En sortant leur blockchain Ronin, Sky Mavis ont toujours clairement affiché leur ambition d'en faire la blockchain gaming. Et aujourd'hui, avec le Mavis Hub, ils posent clairement leur ambition de devenir le hub des jeux blockchain. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.